Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Oriane qui a 30 ans et qui nous vient du Loiret. Bonjour Oriane, Bonjour Céline. tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, c'est très courageux de ta part. Merci. Merci à toi de me recevoir. Oui, C'est normal. Est-ce que tu es prête pour les questions? oui, je suis prête. Super. Alors, peux-tu nous dire quand tes TCA ont commencé? Alors, ils ont commencé en 2015, alors que j'étais voilà, dans un poste à responsabilité au sein d'une banque. Et donc, c'était juste après la fin de mes études. Et du coup, c'est là où ça a commencé véritablement. Ouais. Même s'il y avait des choses qui étaient déjà, qui dataient de l'enfance, mais c'était vraiment pas du tout un comportement de type trouble du comportement alimentaire. Voilà, il y avait des aliments doudous de par mon histoire familiale, mais vraiment les TCA ont commencé en 2015. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était comme TCA? Alors au tout départ, j'ai eu ce qu'on appelle des fringales compulsives au travail. Où j'ai commencé à m'empiffrer de Twix, d'aliments comme ça doudous. Et en fait, ça a progressivement pris de l'ampleur. Et en fait, le jour où j'ai été en burn-out et que j'ai démissionné, là, j'ai commencé à avoir des crises de boulimie avec des périodes de fortes restrictions, de sport intensif. Vraiment, juste à la suite des compulsions alimentaires, je pouvais faire du HIIT, du stepper pendant 2 heures et demie après avoir mangé des quantités astronomiques de nourriture et jusqu'à m'en faire presque, en tout cas d'avoir la nausée, puisque je n'avais pas de boulimie vomitive, hein, c'était exclusivement de la compensation via des restrictions, des jeûnes ou du sport intensif. Et en fait, après, je suis tombée en grosse dépression et j'ai eu des phases en fait d'alternance entre de l'hyperphagie où je ne compensais plus du tout et des phases de boulimie où là, je reprenais la restriction, le sport intensif et je refaisais des crises, mais avec compensation. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça s'est orienté. Et puis, en 2018, j'ai connu un groupe sportif via un programme où il y avait des conseils très orientés et très poussifs en termes de santé. Et de par ma fragilité aussi, j'ai développé des comportements orthorexiques. Voilà. D'accord. Alors, tu nous dis que ça a un petit peu commencé quand tu étais au travail. Est-ce que tu sais un petit peu pourquoi ça a commencé? Comment ça a commencé? Est-ce que est-ce que tu t'en sais un peu plus par rapport aux causes? Alors, au niveau des causes, je dirais que j'avais déjà une fragilité psychologique de par mes traumas d'enfance. J'avais un certain perfectionnisme, une forte rigidité. J'avais très peu confiance en moi, très peu d'estime de moi-même. Et forcément, être dans un monde professionnel qui était très exigeant, où il y avait beaucoup de pression. Et en fait, tout ça a fait ressurgir finalement toutes mes problématiques profondes. Et vu que je n'arrivais pas à gérer cette pression, en fait, je me suis retrouvée à compenser via, via ce comportement alimentaire compulsif, en fait. Voilà. Alors, tu nous as parlé de différentes phases quant au TCA, mais tu as aussi dit que tu as souffert d'orthorexie. Et l'orthorexie, je suis sûre que peu de personnes savent ce qu'il en est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quant à cette pathologie? Alors, au niveau de l'orthorexie, justement, j'ai parlé de rigidité, de perfectionnisme, et c'est vraiment les deux pans de l'orthorexie, parce qu'en fait, ça se retrouve souvent chez les personnes qui ont cette rigidité, ce perfectionnisme de manière générale, mais du coup aussi alimentaire. Et en fait, je suis très sensible au message santé de par cette rigidité. Et du coup, je me suis embarquée dans un comportement obsessionnel où je voulais absolument que mon alimentation soit parfaite, que la cuisson des aliments soit parfaite, que la façon dont mangent les gens qui m'entourent soit parfaite, parce que je suis progressivement devenue ce que j'appellerais une donneuse de leçons, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais plus comprendre pourquoi les gens n'avaient pas cette conscience alimentaire excessive que j'avais.
Et en fait, ça devenait forcément très compliqué, déjà avec mon entourage et puis aussi vis-à-vis de moi-même parce que je m'isolais des autres. Je voulais plus boire ce que buvaient les autres, je voulais plus manger ce que mangeaient les autres. Mon conjoint ne pouvait plus faire de cuisine pour nous deux parce que moi, j'étais là derrière et non, mais pas ça. En fait, je diabolisais beaucoup de groupes d'aliments, le sucre, le gras, enfin le bon gras, non, mais le mauvais gras, voilà, c'était ce qui est faux, hein, mais voilà, à cette époque-là, pour moi, il y avait du bon gras et du faux gras, du mauvais gras. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans un comportement obsessionnel et avec au début du déni et après une grande souffrance finalement parce que du coup, ça prend la place de toute autre chose. En fait, ça nous reste en tête tellement qu'on peut passer des journées entières à regarder des articles sur l'alimentation santé et à préparer nos repas et à aller dans des magasins pour changer toute notre vaisselle parce que s'il y a le moindre élément plastique ou quoi que ce soit, ça devient une obsession, un problème excessif. Voilà. C'est ce que je peux en dire globalement. Oui. Et par exemple, tu vois, pour donner un exemple tout simple pour que les personnes se rendent bien compte, bon bah voilà, on va au bar entre copines, on va toutes prendre un jus de fruits parce qu'il fait chaud, c'est l'été, on est en terrasse. Et toi, qu'est-ce que tu prendrais? Enfin, qu'est-ce que tu aurais pris à cette époque? Moi, je prenais un Perrier citron et avec une rondelle de citron, surtout pas du sirop. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais que voilà, c'est de l'eau pétillante, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras, il n'y a rien dedans. Et la rondelle de citron, parce que le citron, c'est bon pour la santé. Voilà. Donc oui, véritablement, je prenais ça. Au début, j'avais des réflexions, et puis plus ça va, et plus les gens étaient finalement habitués, donc arrêtaient. Mais moi, c'était, ouais, même en soirée, si j'étais chez des gens, il m'arrivait de demander un verre d'eau de dire non, j'ai pas très soif, j'ai juste envie d'un verre d'eau, je veux pas de ton coca ou de voilà. Et ça pouvait aller jusque là. D'accord. Suite à ce joli témoignage, Oriane a souhaité vous soumettre d'autres informations concernant l'orthorexie. Je cite: Il faut que nous parlions de ce manger sain obsessionnel avec éviction d'aliments ou de groupes d'aliments, suite à la lecture d'articles et d'infos santé, parfois même erronés. Mauvais sucre, mauvais gras, mauvais glucides, gluten, lait de vache, viande rouge, etc., etc., au profit d'aliments dits sains ou santé, avec peur accrue des maladies liées à l'alimentation, cancer, diabète et autres, et interrogations excessives concernant les modes de cuisson. Aussi, donc tu nous as dit que tu n'avais jamais parlé de tes troubles du comportement alimentaire à ta famille. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi sans trop rentrer dans les détails? Et est-ce que du coup, à cause du fait de ne leur en avoir parlé, est-ce que tu as ressenti un manque de leur part? Alors oui, je n'en ai pas parlé à mes parents parce qu'en fait, ma maman, c'est compliqué puisqu'elle a des troubles sévères psychiatriques. Donc là, c'est vraiment un choix personnel pour me protéger moi puisqu'elle n'aurait pas été en état de bien réagir et de m'accompagner à ce niveau-là. Après, par rapport à mon père, c'est vraiment quelque chose qui est venu de moi, c'est-à-dire que finalement, j'avais peur de sa réaction. C'est un bon vivant. Je pense que j'ai anticipé en fait ce qu'il allait me dire de manière tout à fait logique. Il m'aurait dit mais Oriane, profite de la vie, t'es belle, t'es jeune, mange ce que tu veux, t'es très bien comme tu es, etc. Mais je pense que en fait, j'avais pas envie d'entendre ça parce que j'étais dans une vraie souffrance et je lui en aurais voulu, alors que finalement, c'est juste qu'il ne connaît pas l'existence des troubles du comportement alimentaire. Mais j'avais tellement peur de sa réaction et tellement peur, moi, de du coup avoir une réaction aussi disproportionnée, de m'énerver, etc. En fait, j'ai préféré porter un masque de 2015 à 2020. Donc, c'est long. Ça m'a beaucoup manqué parce que en fait, forcément, ils n'ont pas pu m'aider. En tout cas, mon père n'a pas pu m'apporter son soutien et j'ai porté un masque et j'ai fait comme si en fait ma maladie n'était ni légitime ni importante. Donc oui,
Là, par exemple, je ressens beaucoup d'émotions. Ça se comprend. Oui. Tout à l'heure, du coup, ici, tu nous parlais de ton entourage, du fait que bah, par rapport à tes souffrances, par rapport à l'orthorexie, tu avais, inconsciemment tendance à t'isoler. Est-ce que tu peux un peu nous parler des réactions de ton entourage amical ou même familial, hors parents? Oui. Par rapport à là, la période de confinement ou la période quand j'avais les troubles du comportement alimentaire. Oui, quand tu avais les troubles du comportement alimentaire. Alors, par rapport à mon entourage autre, c'était quelque chose de toute façon qui était pas dit. Donc, il n'y a jamais eu de suspicion. Enfin, voilà, en tout cas, personne ne m'en a parlé directement. Moi, j'en ai parlé à mon conjoint. Donc, mon conjoint était au courant. De toute façon, on vivait ensemble. Enfin, on a vécu ensemble à partir de 2017. Donc, en fait, c'est à partir de 2017 que je lui ai dit. Il a été très présent, même si ça a été forcément très difficile. Il y a eu des maladresses parce que lui-même, comme beaucoup de gens, ne connaissait pas la pathologie et voulait avant tout me protéger de ce que je faisais, de ce comportement que j'avais. Et finalement, en fait, avec du temps, moi, je lui ai aussi fait lire des choses, je lui ai expliqué ce que c'était un trouble du comportement alimentaire. Et en fait, plus ça allait et plus il était vraiment présent et un vrai accompagnant. Et il m'a aidé à ce que je me fasse soigner, à ce que je trouve des professionnels de santé formés. Enfin, vraiment, il a été une force supplémentaire. Ça, c'est indéniable et je le remercie. Ah ouais, super. Mm. Et après, si on parle un peu plus de la partie médicale, est-ce que tu as été hospitalisée? Non, je n'ai pas été hospitalisée. C'est pas venu. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas, il y avait pas nécessité Mhm. dans mon cas, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu as eu un suivi de la part de professionnels médicaux, paramédicaux ou de santé? Oui, alors ça a été très très compliqué parce que dans ma ville, je n'ai pas trouvé de professionnels formés aux troubles du comportement alimentaire. Donc, j'avais quand même besoin d'aide. Donc, au départ, j'ai fait appel à des professionnels non formés, mais j'ai vite vu les limites. Finalement, on voit très vite que le manque de compétences, en tout cas de formation à ce niveau-là, manque très vite. Donc, j'ai erré pendant un certain temps jusqu'à finalement connaître grâce à Instagram. Donc, c'est comme quoi les réseaux sociaux peuvent aussi être un super support parce que j'ai compris qu'il y avait des professionnels formés au TCA et finalement, petit à petit, j'ai pu être entourée. Donc aujourd'hui, j'ai une diététicienne qui est formée au TCA et à la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une des vagues des thérapies cognitives et comportementales. J'ai un psychiatre formé du coup au TCC et puis une psychologue formée également et puis qui m'accompagne sur la partie psychologique. Voilà, donc voilà, je pense que de toute façon, en termes de TCA, il faut penser à avoir une approche pluridisciplinaire parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Il y a aussi un travail personnel, j'aimerais insister là-dessus parce que vu que j'ai eu cette errance, j'ai pas trop eu le choix que d'être actrice de ma guérison et je me suis beaucoup auto-formée via Internet en suivant des professionnels reconnus comme le docteur Zermati, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, mais aussi plein d'autres professionnels qui œuvrent en ce sens. Et du coup, tout ça, ça m'a aussi permis de beaucoup avancer surtout sur la partie comportement alimentaire, parce que psychologique, c'est quand même, ça demande un accompagnement plus lourd, mais en tout cas, sur la partie alimentaire, j'ai réussi à cheminer aussi par moi-même. Donc, il faut aussi se faire confiance et voilà, se mettre au centre de la guérison. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est cette partie pluridisciplinaire, enfin c'est le fait que tu sois accompagnée de manière pluridisciplinaire qui t'a aidé, qui t'aide? Oui, oui, parce que sinon, en fait, au tout début, j'ai pensé tout de suite psychologie, de par mes traumas d'enfance, ce qui était logique. Mais en fait, j'ai vite vu qu'à chaque fois, il me manquait quelque chose, finalement. Et c'est une fois que j'ai eu vraiment
le suivi pluridisciplinaire que là, en fait, j'ai pu finalement traiter tout ce qui était relié à mon trouble du comportement alimentaire. C'était un peu mon noyau central, mais en fait, ça reliait plein d'autres choses. Et il fallait, en fait, s'attaquer à toutes ces choses en même temps. Donc oui, ça a été vraiment bénéfique et important. Super. Et si on en revient un petit peu à aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Alors, je me sens super bien, pour être tout à fait honnête. Surtout voilà, au niveau du comportement alimentaire, parce que là, avec ma diététicienne, elle a défini que j'étais sortie, en tout cas, de mon trouble alimentaire, vraiment du noyau là où j'étais à la base. Donc là, on pouvait espacer les séances et que je pouvais revenir vers elle s'il y avait quelque chose qui revenait, ce qui est possible. Et ça, je l'entends et je reste vigilante. Mais en tout cas, je suis super ravie parce qu'aujourd'hui, j'ai un comportement alimentaire qui est très proche d'une personne qui n'aurait en tout cas pas de trouble du comportement alimentaire. Donc ça, c'est déjà un très gros soulagement. Après, la partie psychologique et maladie en tant que telle, ça, c'est en cours. Mais en tout cas, je suis confiante et j'ai un suivi personnalisé. Donc ça, c'est super. Oui, donc là, tu es vraiment en train de tourner la page. Il reste encore Ouais. quelques Ouais. étapes. C'est ça, oui. Ouais, super. Et justement, en pleine période de confinement, donc pour les personnes qui nous écouteront par la suite, avec Oriane, on a fait ce témoignage pendant le confinement. Et justement, tu nous as dit que ce confinement t'a permis de faire enfin, grâce au confinement, tu as pu t'ouvrir un peu plus à tes proches. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est fait? Oui, alors je pense que cette période de confinement, elle a permis aussi de faire un peu une introspection sur tout ce que j'ai vécu. Et je pense aussi que le fait d'avoir beaucoup avancé et d'être là sortie du comportement alimentaire, ça m'a permis de me dire, de me sentir prête peut-être à en parler à mon père notamment. Donc, j'ai pris la peine de l'appeler. Donc, on a parlé aussi de beaucoup de choses parce que finalement, il n'était même pas au courant de mon burn-out. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, il a fallu que je débute par ça parce que finalement, en fait, j'avais vraiment caché beaucoup de choses. Hein, et je pense que le trouble du comportement alimentaire était aussi un moyen de protection chez moi parce que je ne disais rien à personne et je m'auto-réconfortais via aussi ce comportement-là. Donc, j'ai pu lui parler de tout ça et par rapport à ce que je me disais, ce que je m'inventais un peu dans ma tête, en fait, ça a été totalement différent et il a été hyper soutenant, hyper touché. Il m'a dit des choses hyper positives. Il m'a dit, crois en toi, nous, on croit en toi. Faut surtout que tu nous parles de ce qui se passe parce que nous, on est là, on est là pour t'écouter, pour être présent. Donc voilà, c'était un super soulagement et là, je ressens toujours les émotions, forcément. Hein, je suis forcément encore chamboulée. Puis en plus, j'ai pas pu le voir physiquement encore. Donc en le voyant physiquement, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je préférais qu'on parle des troubles du comportement alimentaire vraiment de manière, et puis aussi mon trouble psychique, dont j'ai été diagnostiquée récemment. Je voudrais qu'on en parle de vive voix parce que bien évidemment, c'est des choses, je pense, qui sont. On a besoin de se voir physiquement pour ça. Donc, voilà. Bon, déjà, ne serait-ce que par le téléphone, tu as déjà eu une vague, un tsunami de soutien, d'amour. Enfin, Oui, vraiment, il t'a dit, on est là, quoi. On est là pour toi. oui, c'est ça. Ouais, exactement. Oui. Ah, c'est super beau. Et ma dernière question, c'est quel message aimerais-tu faire passer aussi bien aux proches qu'aux patients? Alors, aux patients, je vais commencer par les patients. Je leur dirais un peu ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est-à-dire que surtout de s'entourer de professionnels, de penser, de penser à cette pluridisciplinarité. Pas facile comme mot,
mais j'ai tenté, c'est pas mal. Donc, du coup, oui, pensez à ça parce qu'en fait, les TCA, c'est pas, voilà, on va soit penser que c'est que psychologique ou que c'est que le comportement alimentaire, mais en fait, s'il y a plein de choses, ça peut aussi être lié à une maladie. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment penser à tout ça. Bah, aussi à peut-être aussi parler à des personnes comme toi qui sont patients ou patientes experts parce que je pense que ça peut aider justement à comprendre ce qui se passe et à aller vers des professionnels qui sont formés à ce sujet. Donc, je leur dirais vraiment de... Je sais que c'est pas facile, hein. Moi, il y a eu des moments où j'avais plus envie d'être aidée et je pense que ça fait aussi partie du chemin et c'est normal. Mais il y a quelque chose en nous qui reste, il y a une force qui permet à un moment donné de se dire bah, j'y vais et je vais m'en sortir et je vais me faire accompagner. Bah, aujourd'hui, on a la chance que sur les réseaux sociaux, moi, c'était pas le cas en 2015 et encore moins le cas, j'imagine, euh, bien avant. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment des associations, des entreprises qui œuvrent en ce sens et du coup, il ne faut pas hésiter. Et vraiment, c'est le message pour les patients. Et puis pour les proches, eh bien, je dirais de ne pas hésiter aussi à contacter des personnes comme toi, à regarder sur Internet via des informations fiables, bien évidemment, des sites, des associations professionnelles, des choses comme ça, pour déjà comprendre ce qui se passe et éviter peut-être aussi certaines maladresses qui sont normales, hein, mais qui peuvent, je pense, être évitées si on s'intéresse au sujet. Voilà. Donc voilà ce que je dirais. Ouais, super. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Non, j'aimerais te remercier pour ça parce que je pense que c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis quelques temps, là, ces derniers temps. Et en fait, ça s'est présenté au bon moment et c'est vraiment positif et je souhaite à toutes les personnes qui ont envie de faire ça de pouvoir le faire parce que c'est libérateur, vraiment. Bah, j'en suis ravie, vraiment. Mhm. Et bien, dans tous les cas, merci beaucoup, Oriane, pour avoir eu le courage de témoigner et pour toute ta positivité, pour tout ton soutien envers les autres. Merci, merci beaucoup. Et puis, on reste en contact de toute façon. Oui, avec grand plaisir. Oui, bah alors je te dis à très vite. Merci beaucoup, Ariane. À très vite. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.